C'est une aventure qui a duré 4 ans, chaque année du 15 avril à fin juillet. Le premier mois étant consacré au nettoyage et à la remise en état du fort qui a subi les assauts de l'hiver marin, malgré le filet tendu au-dessus pour éviter que les mouettes ne s'installent définitivement. Il faut quand même déblayer les nids au creux de chaque fenêtre, passer la cour au Karcher, démonter les anciens décors et installer les nouveaux. Donc, les équipes de nettoyage, menuisiers, peintres, serruriers s'activent pendant environ 1 mois. Arrivent ensuite les techniciens qui remontent le studio vidéo, super équipés puisque les montages des émissions filmées par une quinzaine de cadreurs se font sur place. Et les premiers tournages des émissions françaises peuvent commencer début juin, après avoir bien entendu installé tous les animaux, tigres, rats, araignées et autres serpents qui participent au jeu. Ainsi, quand on compte les marins qui s'occupent du transport des gens et des marchandises, le personnel médical, les dresseurs, vétérinaires et tout ce qui concerne un tournage, je cuisine pour 120 à 130 convives tous les midis. Fort Boyard est une émission internationale qui à l'époque accueille chaque pays participant par session d'une dizaine de jours avec ses joueurs, un présentateur vedette et le père Fouras du pays en question. Ces derniers s'exprimant dans la langue du pays. Les autres personnages, Passepartout, Passe-Temps et La Boule, sont ceux que l'on connaît pour toutes les émissions étrangères. C'est pour ça qu'ils ne parlent jamais. Les conditions de travail sont particulières. On part très tôt le matin, selon la marée, avec le premier Zodiac qui fend la vague à toute allure. Il y a une corde attachée au nez du bateau et on est jusqu'à 14 personnes debout, 7 de chaque côté de cette corde à tenir pour ne pas tomber à l'eau. Il fait très froid et le premier travail en arrivant est de faire du café et de préparer la collation du matin avec charcuterie et fromage. Le sac de pain frais qui a subi le voyage est parfois un peu mouillé, mais c'est quand même bon. Toutes les équipes arrivent 2 heures plus tard avec le gros bateau qui met beaucoup plus de temps. Lorsque le tournage du jour est prêt, il faut déblayer la cour et ranger les caisses de légumes et tout ce qu'on a livré pour s'enfermer au plus vite dans la cuisine. La porte est équipée de petits carreaux peints en gris pour ne rien voir à l'image, mais on a gratté dans un coin pour risquer un œil de temps en temps. On bénéficie également d'un moniteur télé qui nous retransmet en temps réel ce qui se passe à l'extérieur, non pas pour nous distraire, mais pour éviter de sortir de la cuisine en plein tournage. C'est très difficile pour nous, car la salle à manger est située à l'étage au-dessus et il faut bien sortir de temps en temps pour monter tout ce qui va servir au repas. Il faut parfois patienter un long moment avant de pouvoir bouger et cela risque de retarder l'heure du repas qui est impérativement décidée par le régisseur. Alors, on prend le risque d'être piégé par les caméras et insulté publiquement par mégaphone interposé. T'es dans le champ, connard! Et presque en courant, qu'on passe avec les plats devant les tigres qui nous suivent très attentivement du regard et parfois nous guettent tout contre la grille de la cage. D'ailleurs, il a fallu rehausser cette grille d'1 bon mètre car on a appris rétrospectivement qu'un tigre en colère pouvait sauter bien plus haut que les barreaux de sa cage. On a échappé à quelque chose. Le bien-être des bestioles de toutes sortes avait beaucoup d'importance et je gardais par exemple le marc de café pour les serpents qui, au dire du dresseur, prenaient plaisir à se rouler dedans. Quant aux mouches, nourriture principale des mygales, il fallait les endormir par le froid. On m'avait demandé de les stocker dans mes frigos, ce qui aurait sûrement fait très plaisir au service d'hygiène. Heureusement, ici, ils ne pouvaient pas nous visiter par surprise. Côté cuisine, les menus sont très élaborés et il y a un bon budget pour cela. Ça fonctionne comme un restaurant avec un chef cuisinier et 2 ou 3 serveurs qui doivent, en plus de leurs connaissances professionnelles, avoir le pied marin et accepter d'être suspendus dans le vide quotidiennement pour accéder ou repartir. C'est le passage obligé pour chaque personne qui veut pénétrer dans le fort. Car à l'époque de sa construction,
les bateaux étaient très hauts et le seul accès possible a été prévu pour cela. Il faut donc une grue pour monter du bateau à la plateforme qu'on ne voit jamais à l'image, tout comme la passerelle qui relie cette structure au bâtiment lui-même. Il y a également un petit escalier qui descend dans la mer et qui a failli me jouer un tour le jour où j'ai voulu nourrir les poissons avec un bon restant de sauce bolognaise dont ils sont friands, paraît-il. J'ai descendu les marches du petit escalier avec ma gamelle et au moment où j'ai voulu tout balancer à la mer, une petite voix interne m'a chuchoté que ça n'était pas bien. Alors, je n'ai rien fait et je suis retourné à la cuisine avec ma sauce rouge. Là, j'ai vu à l'écran de notre moniteur que toute l'équipe de tournage venait d'arriver avec plongeur et caméra juste à l'endroit où j'envisageais de jeter ma sauce tomate. J'avais été bien inspiré d'écouter ma petite voix et je me demande si la production aurait apprécié cette plaisanterie. J'ai encore échappé à quelque chose. Voilà, j'ai à peu près parlé de tout ce qu'il y a et de ce qu'il n'y a pas dans ma chanson. J'ai montré le Fort Boyard avec une autre musique que celle de Thierry Lafronde et je n'ai rien dit de Sandrine et de Marie-France.